Salam alaikum. Merci. Merci pour l'introduction. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on vient à MG Maroc. Et le thème d'aujourd'hui, si vous m'entendez bien, c'est bon? Le thème d'aujourd'hui, c'est la douleur thoracique. Oui, très bien, je préfère. Alors, on va y aller. Qui est dans le secteur libéral, qui n'est pas hospitalier, libéral, ah, ça tombe bien, ça tombe très bien parce que c'est des problèmes qu'on doit gérer tous les jours. Il faut décider et la décision, elle est difficile. Donc, la prise en charge d'une douleur thoracique, merci pour avoir choisi ce thème et on va l'aborder de façon très pratique. En consultation avec une douleur thoracique, la première chose, il faut décider dans les minutes qui suivent, wesh, hospitalisé, ou là je peux le prendre en charge juste comme ça. C'est capital, c'est la question numéro 1. Parce que la pire des choses qui peut nous arriver, c'est de se dire c'est pas grave. Et qu'il fasse son arrêt cardiaque à la maison. Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver. Hein. Donc, c'est très important de savoir trancher. Et en plus, c'est que les causes des douleurs thoraciques, regardez, je vous laisse voir ça 2 minutes et vous allez me dire, fais-nous malé, là, qu'il ne faut pas rater, qui sont urgentes. Alors regardez. Ça, c'est les choses urgentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres causes qui ne sont pas cardiovasculaires, mais vous devez garder à l'esprit tout ça. Et l'hyperurgence, on va dire, l'hyperurgence, elle est là. Oh, attendez, je vois maintenant le micro, à 22 minutes, normalement sur le plan c'était écrit 45. Donc, je ma présentation, donc c'est ce que je comprends. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je ne vais pas aller vite, mais on va essayer de faire de notre mieux. Alors, les causes cardiovasculaires que vous ne devez pas rater et qui sont hyper urgentes, et vous voyez, il y a bien sûr l'infarctus, il y a la tamponnade, en général, il y a aussi une dyspnée avec, l'embolie aussi, il y a souvent une dyspnée avec la douleur, et c'est ce qui peut mimer le plus un syndrome coronaire aigu, c'est la dissection de l'aorte. La douleur, il peut y avoir que la douleur. Donc, Adouma, un petit peu les 4 plus importantes, et vous voyez dans tout ça, la première chose, c'est le CG qui va beaucoup nous aider. Et voilà. Donc, première chose, vous êtes en libéral, j'ai comme cabinet, vous prenez très rapidement les constantes parce qu'il a mal, il se plaint de douleurs thoraciques. Est-ce que ce n'est pas une situation hyper urgente? Si les paramètres sont bien, je prends le temps de faire un examen clinique pas très approfondi, mais orienté sur la douleur thoracique. Et bien sûr, là, il y a des signes que vous connaissez,
Et je parle de la situation où il a mal, il a très mal, c'est aigu. C'est pas quelqu'un qui se plaint. Donc c'est les chroniques, on va en parler tout à l'heure. On parle de celui qui arrive avec une douleur tenace. Il faut faire un électrocardiogramme et il va vous orienter. Qui fait le CG au cabinet? Et voici, vous le faites. Les confrères. Un ECG, si vous faites le CG, le diagnostic de ST+. On peut à la rigueur accepter qu'on ne diagnostique pas des tas de choses, voilà qu'il y ait le ST+, c'est une hyper urgence vitale. Donc, regardez, je vous ai mis 2 exemples. Vous voyez? Alors là, vous l'aurez diagnostiqué? Oui. Et voilà un deuxième exemple. Hada. Oui ou non? Regardez, ça c'est un sus-décalage. Et là-bas aussi. Et donc, ça c'est dans le territoire inférieur. Donc, il faut juste retenir cet aspect, c'est capital. Très bien, merci. Ici, vous voyez le ST+, ici, le sus-décalage, et là, vous le voyez ici. Et ni ça, on ne pardonne pas à un confrère ni de passer à côté de ça. Si le malade a une douleur thoracique, il a un ECG comme ça, tout de suite hospitalisation. Tout de suite, urgent. Urgent. Voilà. Sinon, en général, si vous avez un échographe, vous pouvez jeter un coup de sonde juste pour avoir une idée, mais l'écho peut aider, mais c'est surtout le CG qui va être utile. Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a un ECG normal, je vais le rassurer? Non. Ça veut dire s'il est comme ça, j'ajoute pas une minute. Et il faut qu'on discute de ces situations-là parce que je raconte toujours une histoire qui a peut-être 40 ans, mais qui est vraie. Je dirais pas plus de 40 ans, Baraka. Non, entre 35 et 35 ans, on va dire, et 40, oui. Et aux urgences, à l'hôpital, on faisait les gardes. Soubita, tu étais avec nous pour les gardes? Non, tu étais encore toute jeune, toute petite. Et quand on faisait les gardes aux urgences, qu'est-ce qui se passait? On fait la relève le matin, on nous montre les malades. Et j'arrive un matin, l'interne qui était de garde me présente. Hada kanando OAP, Hada c'est endocardite, Hada c'est un infarctus. Et monsieur, il a 40 ans, il regarde, il ouvre les yeux, il cligne comme ça. Le mot infarctus, il est mort. Il est mort. Le mot infarctus, voilà au cabinet, n'utilisez pas ce mot, n'utilisez pas quelque chose qui va faire peur au malade. S'il a de la famille avec, parlez plutôt à la famille pour qu'ils comprennent que la situation est très urgente. Il n'y a pas une minute à perdre. Hein? Et donc, quand on a vécu ça, on est traumatisé. Le confrère qui a dit le mot infarctus, ben, on le dit tous. Et après, avec les étudiants, on leur a appris, ne dites jamais ce mot-là à côté du malade. Ça va faire peur. Et il suffit qu'il y ait une décharge d'adrénaline. Il est en infarctus. Une décharge d'adrénaline pour une cause quelconque et il fait son arrêt cardiaque. Donc, on peut avoir recours à d'autres choses, mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ça. Quand il y a la douleur thoracique, regardez cette ligne-là.
c'est quoi? C'est la mortalité en fonction du temps. Et le calcul nous dit que, écoutez bien, la moitié des gens qui meurent au cours d'un infarctus, ou on va dire d'un syndrome coronaire aigu ST+, un STEMI, la moitié meurt dans les 2 premières heures. C'est-à-dire, s'il passe le cap des 2 heures, il y a moins de mortalité. Ah, donc les 2 heures, elles sont capitales, elles sont vitales, et on ne peut pas se permettre, devant une douleur thoracique aiguë, de dire « ouais, je vais l'adresser au cardiologue », ah, ou là, je vais… Il n'y a pas le temps qu'il aille, c'est du temps perdu où il risque de mourir. Il faut reperfuser rapidement. Voilà. Donc, le syndrome coronaire aigu, on va s'aider des recommandations de 2023 européennes, et la différence, on parle d'aigu, d'un syndrome coronaire aigu, quand la douleur dépasse 20 minutes. La douleur thoracique dépasse 20 minutes. Parce que moins de 20 minutes, il se peut que ce soit des situations autres que aiguës. Parce que qui dit syndrome coronaire aigu égale hospitalisation. Une douleur qui dure plus de 20 minutes égale hospitalisation. علاش؟ حيت خايفين يكون عنده un vrai infarctus et qu'il décède. Donc, chaque fois que ça dépasse 20 minutes, hospitalisé. Et regardez la différence entre les deux situations, celle-là d'en haut, celle avec laquelle on va commencer. Vous voyez la ligne, pour ceux qui ne connaissent pas bien le ST+, a le sus-décalage. Hein? Le sus-décalage qu'il ne faut jamais rater quand vous interprétez un ECG. Voilà. Et je vous donne un exemple. Un homme de 66 ans, hypertendu, il fume, il a dans la famille une hérédité coronaire et il se plaint d'une douleur forte samedi soir, et il vient le lundi, il vient en consultation. On a besoin des messages vers le public en leur expliquant que s'il y a une douleur, orientez-vous vers une structure hospitalière rapidement. Ne tardez pas, n'attendez pas le lundi matin. Et le CG, regardez, vous voyez ici, il y a le sus-décalage. Alors, en général, quand il y a un ST+, c'est comme ça. Ça, c'est l'artère, et ça, c'est le thrombus qui bouche l'artère complètement. Il y a les deux situations. Syndrome coronaire aigu fait ST+, c'est-à-dire le sus-décalage de ST. L'artère est complètement bouchée. Le sang ne passe plus. Et si on n'ouvre pas, eh ben, ça va être une catastrophe. Soit une partie du muscle cardiaque va mourir et il va être en insuffisance cardiaque, soit tout le cœur va être touché, affecté, et il va finir le patient qui va mourir, pas une partie du cœur. Donc quand il y a un aspect comme ça, de thrombus à l'intérieur de l'artère, c'est quand il y a le sus-décalage. Sachez que le sang ne passe plus du tout dans une artère et que la situation est très critique et qu'il n'y a pas d'autre solution que de reperméabiliser, c'est-à-dire amener dans une salle de cathétérisme et aller vers une coronarographie, dilatation, sauf si on est dans un endroit qui est éloigné plus de 2 heures d'un centre. Le malade est dans la campagne, vous êtes médecin dans un petit village, par exemple, je parle comme ça, j'ai un monsieur avec une douleur, là, s'il faut plus de 2 heures pour qu'il arrive et qu'il y a le moyen de thromboliser, il faut faire une thrombolyse. Voilà. Donc ça, c'est pour parler. Il ne faut pas retarder. Et souvent, les gens disent « l'oxygène dans le cabinet, مثلا ». Ne mettez pas d'oxygène. Il est responsable de vasoconstriction coronaire. Il va aggraver la situation, sauf s'il a une saturation basse, à moins de 90.
Dans les recos, regardez, l'oxygène est indiqué quand il y a une saturation à moins de 90. Et regardez, s'il est à plus de 90, 3 en rouge, contre-indiqué. Contre-indiqué. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Et là, on peut donner aussi un benzodiazépine ou des opioïdes qui sont autorisés pour soulager si la douleur est très très forte. Très important. Ce malade, lundi, quand il vient en consulte, qu'est-ce qu'il faut lui demander? S'il a toujours la douleur, il faut aller vers la coronarographie. S'il n'a plus de douleur, après 24 heures ou maximum 36 heures, après le syndrome coronaire aigu, 36 heures après, s'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'avantage à aller ouvrir l'artère, reperméabiliser. Vous comprenez? On reperméabilise. Quand il y a toujours la douleur, ça veut dire qu'il y a toujours une ischémie en cours. Là, il faut le faire. Alors voilà. Ce malade, ça c'est l'artère IVA interventriculaire antérieure, qui est l'artère de la vie, la plus importante. Et là, elle est bouchée à son origine. Et en urgence, quand on va faire la coronarostenting et voilà ce qu'on retrouve, toute l'artère, celle qui était bouchée ici, le fait de la réperméabiliser, vous voyez que ça permet de reprendre l'IVA. Mais je vous répète, en général, on fait ça quand il y a encore la douleur ou quand c'est bien sûr les premières heures à moins de 36 heures. C'est bon à connaître. Regardez, je vous ai mis plein de CG, comme ça vous vous habituez. Je voudrais vous montrer le cas d'un monsieur qui est passé au cabinet. Regardez, il y a plusieurs années. Vous voyez qu'il y a un sus-décalage? Oui? Oui. V3, V4. Et il y a autre chose ailleurs, le sus-décalage? Où ça? D1, D2, D3, AVF. C'est quoi? Inférieur. Il est venu au cabinet et je vous dis, je prends sa fille à part et je lui dis, c'est une situation urgente. ST+, c'est l'artère bouchée complètement. Il faut faire vite. Et une des questions qu'il faudrait peut-être un jour résoudre, c'est que faire? Est-ce qu'on attend une ambulance? Chaque minute compte. On attend une ambulance et chaque minute compte et peut-être qu'il va faire un arrêt cardiaque. Vous voyez? Ou bien la fille va amener son père à la clinique rapidement. Et donc, c'est ça ce qui se pose. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Si jamais il y a une douleur, je ne vous espère pas demain ou lundi, j'ai comme chez Wahd avec une grande douleur, et vous faites un ECG, vous l'envoyez avec sa famille, on n'entend pas. Avec sa famille. Alors, effectivement, la dame a amené son père. C'est une histoire vraie. عيطت لي يلا وصل à l'accueil. وقف. Arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque. Ressuscité. Massé, choc à la clinique. Très vite, coronarographie. Et au Catlab, la coro est normale. C'est une exception. Ça existe. Vous avez vu de vos yeux un sus-décalage, c'est un cas véridique et qui se complique d'un arrêt cardiaque, mais la coronarographie est normale. Et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et pardon? On va discuter pourquoi. On va discuter pourquoi.
l'échographie, il y a une hypokinésie inférieure, les analyses sont bien, fraction d'éjection pratiquement normale. Il faut savoir qu'il y a maintenant une entité qui s'appelle les MINOCA. M, myocardial, I, infarction, donc infarctus du myocarde. NOCA, c'est non-obstructive coronary artery. Il y a des infarctus à coronaire normal qui existent. Et ça, c'est un vrai infarctus à coronaire normal. Et quand on a... Je vous raconte, puisqu'on m'a rajouté un peu de temps, merci, je me permets donc de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec mon malade. Eh bien, après l'arrêt cardiaque, la courbe normale, eh bien, il a récupéré, tout va bien, mzien, qu'est-ce qu'il y a? On a fait tout le bilan, on a redemandé un grand bilan, il n'y a rien. Le soir, la potence, il casse tout. Ils cassent tout. Ils l'ont sédaté, le réanimateur m'appelle, et en fin de compte, je vous disais cette histoire, c'est souvent quand il y a des coronaires normales, c'est un excès de catécholamine. De l'excès de catécholamine, il y a une entité en cardiologie qui s'appelle le Takotsubo, c'est quand il y a un choc même psychologique, affectif très fort, ça peut donner ça. Et il y a un autre diagnostic. L'analyse tout le bilan hépatique très 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 perturbé. Et quand on a posé la question, c'est un éthylique alcoolique, et c'était le sevrage parce qu'on était à une semaine de Ramadan. On était à une semaine de Ramadan. Il avait arrêté de boire déjà 2 jours ou 3 avant. C'est peut-être même ça qui a précipité le sevrage qu'il a fait lui-même. Et il a continué son syndrome de sevrage à la clinique pendant son hospitalisation. Et là, vous savez que le délirium tremens, si on ne le diagnostique pas, mortalité très forte, très forte. Et quand on se renseigne en Europe, par exemple, quand j'ai un dossier, hospitalisé, parmi les premières questions, éthylique ou pas? Et s'il est éthylique, il continue à lui donner un petit peu pour qu'il n'y ait pas de syndrome de sevrage. C'est comme ça que ça se passe. N'est-ce pas, Zoubida? Non. Oui, vous les allez. D'accord, ok. On arrête. Voilà, donc c'était un délirium tremens. Ok, on ferme la parenthèse. Regardez, ça c'est une publication. On ne l'a pas encore publié, ce cas, mais regardez. Infarctus inférieur dû à un délirium tremens. C'est un cas rapporté. C'est la même chose. Et eux aussi, couronne normale. Pour vous dire que c'est des situations, juste pour vous dire. Bon, on va parler des Roko Jded quelques minutes. Juste pour vous dire que ce qu'il y a eu de nouveau depuis les Roko de 2023, il y a une continuité. Avant, on parlait de syndrome coronaire aigu tout seul et syndrome coronaire chronique tout seul. D'abord, la notion de continuum, elle est là. C'est-à-dire, on passe bchouïa, un état chronique où on a une douleur une fois par semaine, par exemple, courte, un angor instable, il y a unstable angina, un angor instable où les douleurs se rapprochent, ça devient tous les jours, mais courte durée, jusqu'à ce que s'installe le syndrome coronaire aigu, sans sus-décalage, où la douleur, elle reste longtemps. Donc, continuum, et le médecin doit avoir ce flair de savoir, en posant des questions, qui fait kent l'usbu' li fait,
واش كان كيجيك الحريق واش مره في الشهر واش مره في الاسبوع وهذا الاسبوع دابا هاد الايام واش كل نهار واش تجهد l'intensité qui augmente. Ces questions, il faut les poser. Ça vous aidera à savoir est-ce que vous êtes plutôt ici, c'est-à-dire dans le chronique ou instable, ou là vous êtes dans l'aigu, parce que l'aigu égale hospitalisation. Et vous voyez là, c'est un très joli schéma des recommandations de celui qui a des petites douleurs qui augmentent, comme je vous ai dit, après ça devient persistant. Vous voyez, ça c'est instable. Ça à gauche c'est le chronique. Ça c'est instable. Ça c'est le non-stémie. Et ça c'est le STMI. Et si on ne fait rien, c'est mon malade qui fera son arrêt cardiaque. Voilà. Et vous voyez bien ce qu'on nous recommande de faire. Un ECG, il est normal. Un A sous décalage, un A sus décalage. Et l'arrêt cardiaque, il a fait son arythmie grave, maligne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le dosage des troponines est important, sauf si vous avez ça. Il a qu'un ST+, on ne dose rien, on envoie à la clinique ou à l'hôpital. Voilà. Donc, maintenant, on parle du non-stémie, pour dire quelques mots du non-stémie. Quand il n'y a pas, le rôle de la troponine est capital si votre CG est normal. Clairement, s'il n'y a pas une douleur très forte et que le CG m'a bien sus décalage, normalement, la recommandation, il a mal, il doit aller en clinique ou à l'hôpital pour être hospitalisé. Même si c'est un non-stémie. Oui, voilà. Ce qui se passe, c'est que parfois, c'est le malade qui refuse. Là, parfois, on est amené à demander un dosage de troponine pour avoir quelque part une preuve avec le malade. Les malades, on a beau le convaincre, officiellement, hospitalisation. Et moi, ce que je mets sur l'ordonnance à hospitaliser, on a le troponine. Et s'il ne veut pas aller en hospitalier, il peut faire sa troponine dehors, mais il y a toujours un risque au laboratoire. Donc, officiellement, hospitalisation, vous pouvez... Il a le malade de ma brache, on ne peut pas obliger un malade à être hospitalisé malgré lui. Eh ben, s'il veut faire sa troponine à titre externe, il peut toujours la faire. Voilà comment c'est. Il faut faire une première. Si elle est positive et très élevée, ça fait, on sait que c'est un ST+, et il faut hospitaliser, faire la coro. Au contraire, si elle est, regardez, si elle est normale, ça veut dire ici, et qu'on la refait après 1 heure ou 2 heures en fonction du kit qui est utilisé, eh bien à ce moment-là, si au bout de 2 heures ça ne change pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de maladie coronaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de syndrome coronaire aigu avec troponine positive. Ça veut dire, attention, on ne peut pas le réconforter, c'est le fhal karak, tu n'as rien, c'est que l'hyper-urgence d'une coro, ma kainesh. Voilà l'algorithme, quand est-ce qu'on fait la coronarographie? Très vite, immédiatement, ou bien quand il y a un haut risque, ou là, quand est-ce qu'on peut la retarder. Voilà, c'est juste pour que vous soyez un petit peu au courant de tout ça, juste pour vous dire que la nouveauté, c'est que on ne donne plus, avant de donner le Plavix ou un antiagrégant, avant même en ambulance, avant d'aller vers l'hospitalier. Maintenant, ce n'est plus une recommandation, on dit de voir d'abord l'état des coronaires, après, le cathétériseur commencera l'antiagrégation. C'est important. Il n'y a pas de pré-traitement. Il y a toujours un risque de saignement. Il y a des critères pour juger le risque de saignement. Je vous en fais grâce, mais
par contre, le point, il est pour vous, il est très important. Beaucoup de gens sont mis sous clopidogrel. Avec clopidogrel, aspirine, clopidogrel, les deux, parce qu'il a fait un syndrome coronaire. Eh bien, chez ces gens-là, les recos JDED, elles nous disent attention, souvent on a besoin d'IPP, c'est dans les recommandations, mais oméprazole et ésoméprazole sont contre-indiqués quand il y a le clopidogrel. Voilà. C'est dans les recos pour la simple raison que le métabolisme hépatique est inhibé et donc ils sont contre-indiqués. Si on utilise un autre que le clopidogrel, on peut utiliser ces molécules-là. Mais si c'est le clopidogrel, évitez l'association, c'est contre-indiqué. Le Minoca, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mon malade, il a un Minoca. Et ça, c'est un grand chapitre qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui. On n'oublie pas qu'il faut un traitement par les statines, c'est très important, à forte dose. Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il y a une artère occluse, le malade, le premier que je vous ai montré, ce n'est pas recommandé chez un patient qui a depuis plus de 2 jours et qui n'a plus de persistant symptômes, without persistent symptoms. Celui qui a fait son attaque, la crise dialou, il y a plus de 2 jours, ou j'ai comme le lundi, comme je vous ai dit, et là, vous voyez, c'est en rouge, pas la peine de faire une reperfusion. Voilà. Alors, on va parler les quelques minutes qui restent du chronique. Le chronique, on a le temps de poser plein de questions. Et ces situations-là, il faut savoir que quand il n'y a pas l'urgence la grande douleur, on peut prendre le temps de poser des questions, de savoir wesh radiqué djihad, auquel cas je sais qu'il va faire le syndrome coronaire aigu très bientôt, ou là c'est des douleurs à un moment particulier, souvent on nous l'indique. Eh bien, sachez que les causes extracardiaques et souvent ostéo-articulaires sont les causes numéro 1 de douleurs thoraciques. 80%, 85%. C'est-à-dire les causes cardiaques, 16%. Ça veut dire que la plupart de vos malades, les ratchoufou au cabinet, ils ont des choses toutes simples. Il suffit de bien examiner, de bien palper, vous allez retrouver une cause. Et mon message le plus important, la cause ostéo-articulaire. C'est-à-dire que l'arbre peut cacher une forêt. La cause ostéo-articulaire, c'est elle, assurez-vous qu'on n'est pas devant un malade à haut risque cardiaque. Si c'est un jeune qui a 35 ans, qui a des douleurs thoraciques, et puis je touche l'articulation chondrosternale, ça c'est très fréquent. Ça fait, il a 35 ans, il ne fume pas, il n'a pas de facteur de risque, il n'a pas. Je suis tranquille. Par contre, une personne âgée, il y a des douleurs intriquées qui peuvent être intriquées avec la douleur chondrosternale, par exemple. Voilà. Et je vous ai choisi cet exemple-là. Regardez. 59 ans, elle a une douleur constrictive, rétrosternale. Alors, selon les recos de 2024, voilà ce qu'ils nous disent. Douleur thoracique, choufou le risque. Ça s'appelle le pré-test probability. La probabilité pré-test. C'est nouveau, c'est les recos 2024, et on nous dit, mettez un score. À de la dame, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait
une douleur constrictive rétrosternale. Alors voilà, on va chercher ici, est-ce que c'est la douleur Naya ou là la dyspnée? Si c'est la douleur, est-ce qu'elle est constrictive, disconfort, rétrosternale? C'est un point. Est-ce qu'elle est aggravée par l'exercice physique ou le stress? Ça ne veut pas dire que c'est tqliqa bouhda. C'est les recos de cardio qui vous disent si ça s'aggrave avec un stress émotif, avec l'énervement émotionnel stress, c'est aussi un point. Mon message est passé. Oui. Et enfin, regardez, s'il est soulagé par le repos ou par les dérivés nitrés, c'est un point. Had la dame, on va lui dire qu'elle a et elle a un point, plus les facteurs de risque, elle a tout ça. Donc 1, 2, 3, 4. Souvent, quand on voit ces choses comme ça, on décide nous-mêmes, elle fume, je vais l'envoyer faire une coronaro. Moi, je vous ai choisi un exemple des recos où c'est une dame qui a une douleur constrictive et je me mets ici dans les scores 0 et 1 point parce que madame, elle a 1 point, c'est une femme, elle est là et elle a 4 à 5 facteurs de risque. Ça lui fait 5 points. 5 points, c'est very low. Probabilité faible. Il se peut que si c'était, par exemple, je ne sais pas, si c'était un homme dans la même situation, ça c'était very low, il serait low. Mais regardez en jaune, par exemple, un homme qui a 2 points, c'est-à-dire ça s'aggrave, ça oui. Eh bien, il aura 2 points et il va être en jaune, c'est un risque modéré. Donc, vous voyez, ça, c'est le nouvel algorithme de la société européenne qui nous dit quand est-ce qu'il faut qu'on pousse l'examen. Si on est dans le bleu, defer further testing. Pas la peine de faire des tests d'abord. Jette les urgences, pas la peine de faire des tests maintenant. Si on était dans la zone verte, on va faire ou bien un coroscanner, ou bien une écho, donc on nous dit quels sont les éléments qu'il faut faire. Voilà, j'ai plus que 5 minutes. Je terminerai en vous disant, en parlant de ça, c'est que quand la durée est plus de moins de 20 minutes et qu'au moment d'aller dormir, très souvent, posez la question. واش كتفيق الحريق كيفيق؟ لا يلاه كندخل الفراش كنتكا كيبدا الحريق. C'est une phrase qui se répète souvent et on sait que c'est chondrosternal ou que c'est un rapport avec tout ce qui est ostéo-articulaire. Et regardez, les jeunes qui douzent des heures. J'ai eu un monsieur de 70 ans qui est venu me voir avec un gros dossier véridique. A dit peut-être une dizaine d'années. Et il m'a amené un gros dossier. Il a la choro, il a le test d'effort, il a la scintigraphie cardiaque, il a fait tous les tests cardiaques. يقول لي باقي الحريق تيجيني باقي عندي الحريق في صدري منين كنعس عاد كنحس به منين كنتكا. Pourquoi كيحس به؟ Parce que il a 70 ans. قال لي راه عاد شريت واحد الايباد هذه واحد شهرين وفي الفراش كندير الخديه ونجلس به بحال هكا نبقى نلعب به بساعتين chaque soir. Donc quand on passe 2 heures comme ça et quand on fait comme ça, au moment d'allonger, il va le ressentir. Donc c'est des situations voilà comme ça. Ou bien téléphone, certains métiers comme les dentistes, le malade, ils viennent nous voir avec des douleurs thoraciques. Les enfants ont le syndrome du cartable lourd. Moi, je l'appelle le syndrome du cartable lourd. Et bien sûr, les travailleurs, là, et puis les gens qui ont une canne, quand ils s'appuient toujours d'un côté. En tout cas, toutes ces causes ostéo-articulaires, on ne va pas rentrer dedans, elles sont les plus fréquentes
les scoliostéomas responsables de douleurs thoraciques, elles sont les plus fréquentes. Voilà qu'il n'oubliez jamais, même si vous retrouvez une cause comme ça, recherchez son risque cardiovasculaire, le tableau. S'il est élevé, suivez ce qu'il faut faire ou adressez-le quand même chez le cardio pour être rassuré, parce qu'on n'aimerait pas que ça arrive. On réconfortait quelqu'un et puis le jour même ou le lendemain qu'il lui arrive un malheur. Voilà. Et je vous remercie avec 3 minutes. Merci.